Mesdames et messieurs, distingués invités, bonsoir et bienvenue à l'Université du Québec à Montréal. Je me présente, Yann Roche, professeur au département de géographie de l'UQAM, titulaire intérimaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques et président de l'Observatoire de géopolitique de cette même chaire. Ce soir, j'aurai le plaisir d'animer cette conférence, la 4e de la série « Les grandes conférences en sciences humaines » organisée par la Faculté des sciences humaines de l'UQAM. Cette conférence, intitulée « Pour une société résiliente, apprendre de la Covid-19 », réunira 3 experts sur la question de la résilience qui apporteront des angles et des points de vue différents à travers l'exemple de la Covid-19. En effet, cette pandémie qui n'en finit plus de finir a beaucoup sollicité notre capacité humaine de résilience. Et avec la résilience, tout n'est pas négatif, ça a été aussi l'occasion d'apprendre que la résilience fait partie des solutions. En résumé, que peut-on apprendre de la crise sanitaire qui a été déclenchée par cette pandémie de Covid-19 ? À travers les réflexions de nos 3 experts sur la question, cette 4e grande conférence ambitionne d'identifier les ingrédients qui nous permettent d'envisager l'avenir sans trembler. L'adversité devient alors une occasion de s'améliorer et pour reprendre les termes du résumé de la conférence. Vous savez qu'en chinois, le terme qui mentionne le mot « crise » inclut aussi la question d'opportunité. Ce sera une opportunité d'apprendre et nous allons le voir ce soir de manière plus précise. La Covid, justement, nous pose et continue à nous poser des défis, vous le savez toutes et tous. Ce soir, nous devions recevoir 3 invités, mais la professeure, Madame Lupien, ne pourra pas être parmi nous et elle a néanmoins gentiment accepté d'enregistrer sa présentation afin qu'elle soit présentée ce soir. Toutefois, nous leur remercions beaucoup, mais toutefois cet enregistrement sera exclu de la version de la grande conférence qui va être disponible pour visionnement en différé dans quelques semaines. Pour ce qui est du déroulement de la conférence, nos 3 conférenciers de ce soir seront donc M. Michel Cédoré, Mme Sonia Lupien et Mme Pascale Brion. J'aurai le plaisir de les présenter toutes et tous un peu plus longuement plus tard, et ils feront à tour de rôle un exposé d'une vingtaine de minutes sur les différentes facettes de la résilience, sur son potentiel, et aussi comment faire face aux événements futurs. Bref, une approche prospective. Sur le site web de la conférence, vous aurez d'ailleurs accès à leur biographie ainsi qu'au résumé de leur conférence. Dans un second temps, une fois ces présentations effectuées, vous serez invité à poser des questions à nos spécialistes. La grande conférence sera accessible en présence et à distance et nous prendrons les questions de la salle et celles de l'assistance en ligne à tour de rôle. Comme annoncé, la conférence sera filmée pour les besoins de la web diffusion et sera également partiellement disponible par la suite. Pour les personnes en présence, si vous ne voulez pas être filmé lors de votre intervention, merci de le mentionner au moment de prendre la parole. Par ailleurs, je souligne à l'auditoire qu'il est interdit d'enregistrer ou de filmer la conférence, que ce soit en présence ou en ligne. Tout au long de la soirée, n'hésitez pas à discuter avec nous sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn, en utilisant le mot-clic « Grande conférence FSH », hashtag pour les Français. Avant de passer au vif du sujet, j'invite l'instigatrice des grandes conférences en sciences humaines, Madame Josée S. Lafont, doyenne de la Faculté des sciences humaines, à vous adresser un mot de bienvenue. Chers conférenciers, chères conférencières, collègues, partenaires, chers invités en salle et à distance, bonjour ou bonsoir, selon ce qui vous plaît. C'est un vrai bonheur pour moi de vous recevoir ce soir dans le cadre de notre 4e conférence de notre série, la Grande conférence des sciences humaines, comme M. Roche le disait, 4e, et en fait, ça fait exactement 4 ans, presque aujourd'hui, qu'on l'a commencé, puisque c'est en avril 2018. Avec nos grandes conférences, nous avons l'ambition de montrer toute la pertinence des différentes disciplines en sciences humaines pour faire évoluer la société et pour améliorer... Ça baisse tout le temps. Je ne suis pas grande, mais quand même. Bon. OK. Avec nos grandes conférences, nous avons l'ambition
de montrer toute la pertinence des différentes disciplines en sciences humaines pour faire évoluer la société et pour améliorer le bien-être tant sur le plan individuel que collectif. Ce soir, plusieurs disciplines en sciences humaines sont à l'honneur pour mieux comprendre, à travers l'exemple de la pandémie mondiale de la COVID-19, les différentes conséquences de cette expérience sur les individus et sur les collectivités, mais également et surtout l'importance de la résilience comme outil pour mieux surmonter les différents risques associés aux expériences humaines potentiellement traumatisantes. Sont à l'honneur donc ce soir la géographie, la psychologie et la sociologie, chaque discipline apportant un éclairage fondamental sur la question dans différents chassés-croisés. La résilience, un concept largement utilisé en physique pour décrire la capacité d'un matériau à résister à un choc, peut être étendu aux humains selon les différentes définitions. Nous sommes très heureux de pouvoir vous offrir ce soir cette occasion de bénéficier des connaissances scientifiques sur la résilience. Je tiens à souligner que nous accueillons ce soir 700 personnes, dont 120 en présentiel. C'est vraiment incroyable et c'est un sujet tellement intéressant. Par ailleurs, nous sommes très reconnaissants à nos 3 conférenciers et conférencières d'avoir accepté de partager avec nous le fruit de leur savoir et de leur recherche sur la question. C'est très généreux de votre part. Merci beaucoup. Madame Brion, Madame Lupien, qui malheureusement n'est pas avec nous ce soir, Monsieur Doré, un immense merci du temps que vous avez investi au succès de cette grande conférence, mais aussi d'avoir accepté de partager votre expertise avec nous. En toute transparence, quand nous avons décidé de tenir nos grandes conférences il y a 4 ans, nous souhaitions contribuer à susciter davantage l'intérêt du public sur les sciences humaines et leur grande importance et pertinence pour faire face aux défis du 21e siècle. Avoir le nombre de chercheuses et de chercheurs en sciences humaines qui se prononcent sur les différentes questions d'intérêt public dans les médias, notamment, et au vu des résultats probants de nos recherches transférables dans les milieux, on ne peut que se féliciter d'avoir la chance de contribuer à l'amélioration du bien-être humain. Vous savez, nos programmes d'études et de recherche sont à la fine pointe des connaissances et évoluent le plus souvent, en fait, au rythme des tendances et des problèmes ou des problématiques émergentes. C'est un privilège, d'ailleurs, de pouvoir constater l'impact important qu'ont nos diplômés sur l'évolution de notre société. Les sciences humaines, ici et ailleurs, forment des experts d'aujourd'hui et la relève de demain, grâce aux multiples qualités et aux compétences transférables. Ces qualités, d'ailleurs, qui amènent une grande capacité d'adaptation et d'innovation, deviennent d'autant plus nécessaires que le monde dans lequel nous vivons est complexe et les défis qu'il pose le sont souvent tout autant. Nous devons souligner l'immense contribution des sciences humaines à l'avancement de l'humain et au progrès social, ainsi que leur grande importance dans le paysage scientifique contemporain. Nous avons la preuve plus que jamais aujourd'hui avec cette pandémie, qui est terrible. Avant de vous laisser entre les mains de notre maître de cérémonie, le professeur Yann Roche, j'aimerais remercier évidemment tout le personnel qui se sont impliqués de près ou de loin dans cette grande conférence, soit le comité organisateur, notre maître de cérémonie, M. Roche, et nos conférencières, conférenciers. J'aimerais aussi remercier le public qui est venu en si grand nombre. Donc, je vous souhaite une excellente soirée, une belle conférence. Gênez-vous pas pour poser des questions. On est là pour tenter de comprendre et faire évoluer notre réflexion sur la résilience. Merci beaucoup. Merci, Madame Lafont. Avant d'inviter Michel Sédoré à prendre la parole, permettez-moi de vous le présenter brièvement. Il se consacre aux soins d'urgence et à la gestion des risques depuis
une quarantaine d'années. En plus de sa formation de baccalauréat en soins infirmiers et de maîtrise en santé communautaire de l'Université de Montréal, il est ambulancier paramédical et infirmier. Il détient aussi un doctorat en sociologie de l'University of North Texas. Il est toujours professeur associé au plus meilleur département de géographie du monde, c'est-à-dire celui de l'UQAM. Et j'ai eu l'occasion de le côtoyer à ce titre-là en tant que professeur invité pendant plusieurs années. Il a également collaboré étroitement à la création des programmes de deuxième cycle département résilience, risques et catastrophes. Il est très impliqué dans différents domaines de la gestion des risques et des catastrophes. Il a également occupé la fonction de sous-ministre adjoint Régions et Programmes à Santé Canada, ainsi que de sous-ministre associé Sécurité civile et Sécurité incendie au ministère de la Sécurité publique du Québec. La présentation de Michel ce soir s'intitule « Pandémie, changement climatique, conflits géopolitiques, illustration de la nécessité de renforcer notre résilience collective ». Il abordera différentes leçons du passé qui nous permettent de construire notre résilience collective pour mieux faire face aux événements futurs. Écoutons-le sans plus attendre. Michel. Merci Yann. Madame la doyenne, distingués invités. D'abord, merci aux organisateurs de m'avoir invité à venir partager avec vous sur un sujet d'actualité que celui de la résilience. Et bien que le terme de la grande conférence soit sur la résilience, les leçons de la COVID-19, sociologue en moi, ne pouvait regarder la résilience que sous l'angle de la COVID et de le regarder dans le contexte contemporain dans lequel on vit et de l'inscrire dans les dimensions aussi systémiques et globales que celles du changement climatique et des conflits géopolitiques, dont celui de l'Ukraine marque notre compréhension globale. Alors, la pandémie de COVID-19 met en relief nos vulnérabilités individuelles et collectives, et en frappant simultanément l'ensemble de la planète, ce qu'elle fait, c'est qu'elle contraint significativement la capacité de rallier, mobiliser et de faire converger les ressources, comme on le fait plus traditionnellement, en faisant preuve d'une espèce de solidarité géographique qui converge vers un lieu de sinistre ou de catastrophe. Tout le monde étant affecté en même temps par la même situation, nul n'est en mesure de prêter assistance à son voisin, et en cela, ça vient solliciter la résilience des individus et des collectivités bien au-delà de ce qu'on voit dans la réponse traditionnelle aux catastrophes. Bien que la reconnaissance objective d'une pandémie permet d'alerter et de mobiliser simultanément l'ensemble des intervenants de la société face à sa propagation, les changements climatiques, pour leur part, se manifestent à une échelle territoriale globale, mais sur une échelle temporelle beaucoup plus subtile, ce qui rend difficile la mobilisation, comme on le constate, avec les efforts déployés depuis nombre d'années, notamment par le GIEC, pour mobiliser l'humanité face à ce défi collectif qui nous rattrapera tôt ou tard, mais dont les manifestations sont encore à ce jour suffisamment silencieuses ou subtiles, qui nous empêchent de voir ce déclenchement comme on le voit avec la pandémie. Sur le continuum de l'évidence ou de la subtilité se situent entre les deux extrêmes les conflits géopolitiques. Ces conflits-là, bien souvent, se trouvent larvés ou insidieux, mais ils peuvent néanmoins prendre des tournures dramatiques, comme celles que l'on voit actuellement, encore une fois, en Ukraine, mais aussi en Syrie, au Mali, au Yémen, au Tigré et dans de nombreux d'autres pays à travers le monde. Qu'ont en commun ces événements, qui peuvent apparaître de par leur nature totalement différents? Ils exercent des forces et des contraintes à la santé, au bien-être et à la sécurité des personnes et des collectivités. En ce sens, ces événements ont en commun de solliciter la résilience des individus et des collectivités au-delà des capacités individuelles ou d'une organisation unique. C'est ici décliné à différentes échelles de la société que la résilience prend toute son importance. Alors, pour les fins de la discussion ce soir, je présenterai mon allocution en 3 temps. Un bloc sur la résilience, 3 thèmes, 3 angles. Le concept de résilience, ses caractéristiques et les moyens de la renforcer. D'abord, sur le concept de la résilience.
Après les concepts de risque et de vulnérabilité, le domaine de la réponse aux catastrophes poursuit son évolution en adoptant le concept de résilience. Intéressant, on parle des sciences humaines, mais on va faire un petit clin d'œil aux langues ici. L'origine du mot résilience vient du latin. Et cette résilience, dans le langage latin, parle de rebondir, de reprendre position, de reprendre place après avoir subi un choc. Cette définition-là a été reprise dans la langue anglo-saxonne par un philosophe, Francis Bacon, dans les années 1620, qui a emprunté du latin pour en faire un premier usage et, avec probablement une grande vision, une utilisation du mot résilience qui est beaucoup plus près de l'utilisation contemporaine qu'on en fait aujourd'hui à travers le passage qu'il y a eu au travers de la physique, comme le mentionnait Mme la doyenne tout à l'heure. Cette évolution linguistique s'accompagne donc d'applications en sciences physiques, en sciences économiques, en sciences politiques et en sciences sociales. De manière plus contemporaine, on peut définir la résilience comme la capacité d'un système à maintenir ou à restaurer un équilibre dynamique une fois exposé à un stress important. J'aimerais revenir, pour bien comprendre toutes les déclinaisons que peuvent prendre la résilience dans la société aujourd'hui, sur 4 mots-clés de cette définition-là. Le premier, la notion de système. Le système peut s'appliquer à tout organisme vivant, à une personne, à un matériau, à une structure ou à une infrastructure, à un aménagement territorial, à un milieu écologique, à une société, bref, à l'humanité. Si on parle ensuite d'un autre élément de la définition important, c'est la question du stress. Mais les stress, ils peuvent être physiques, comme la chaleur, la pression. Ils peuvent être climatiques ou météorologiques. Ils peuvent être sociodémographiques ou sociopolitiques. Ils peuvent être sanitaires. Ils peuvent relever des défaillances ou des accidents. Mais il y a aussi une autre caractéristique qui les transcende, c'est un élément existentiel. Ces stress sont vécus, décodés, interprétés, perçus de façon différente par les individus. Puis on aura l'occasion avec nos autres collègues tout à l'heure d'aborder plus à fond ces dimensions. On parle d'un stress, mais pas n'importe quel stress. On ne parle pas nécessairement d'un stress chronique, on parle d'un stress important. Cette importance-là va se traduire par son étendue, par sa durée et son intensité. Il n'est pas nécessaire que ce soit à la fois totalement étendu et dans la grande durée, dans la grande intensité. Un seul de ces paramètres-là peut être suffisant. Un élément de grande intensité sur une courte durée, courte étendue, comme lac mégantique, peut être suffisant pour créer un stress important à l'échelle de cette communauté. La pandémie est un bel exemple d'un événement ou d'un stress qui touche à la fois une extrême étendue, une très grande durée et une importance, ne serait-ce que sur le nombre de décès à travers le monde, mais si on inclut à ça la morbidité et on inclut toutes les contraintes à la vie sociale et à la vie économique qui perdurent depuis plus de 2 ans, on peut se rendre compte que ces stress, ils sont aussi importants en intensité dans ces autres dimensions. Mais la résilience, ce n'est pas uniquement la question des systèmes et de leur stress, mais c'est bien la capacité des systèmes à composer avec ces stress. Cette capacité-là aussi, on peut la caractériser. Cette capacité-là, on peut la caractériser par rapport à l'efficacité des mesures, on peut les caractériser par des moyens, on peut les caractériser par des moyens individuels, collectifs, par l'efficacité, mais aussi par l'accessibilité. Alors, on peut avoir un arsenal de moyens à différentes échelles qui peuvent être d'une efficacité à court terme ou à moyen ou à long terme, mais dont l'accessibilité est telle qu'elle ne suffit pas à la tâche. Et en cela, ça constitue une contrainte à cette capacité. Fait que voyez-vous, juste en déclinant 4 dimensions, 4 mots-clés de cette définition, on vient d'ouvrir un univers sur l'application du concept de résilience et ainsi justifier avec pertinence l'utilisation qu'on peut en faire dans différentes disciplines académiques. Après avoir parlé du concept, parlons de ses caractéristiques, parce que résilience, c'est quand même dans le langage, dans la francophonie, si on dit que dans la langue anglo-saxonne, ses premiers usages remontent aux années 1620, dans la langue française, c'est plutôt au siècle dernier que le terme résilience a fait son apparition et s'est généralisé. Mais ce terme résilience-là a une connotation presque mystique. Et si on gratte un peu, on peut découvrir que ce mysticisme entourant le concept de résilience a des caractéristiques ou des paramètres que je souhaitais partager avec vous.
La résilience s'appuie sur le réalisme. Ce n'est pas une utopie. C'est ancré dans la réalité, la connaissance situationnelle de l'événement tel qu'il est perçu aujourd'hui et tel qu'il va évoluer et qu'on le suivra. Il y a une notion de responsabilisation. Si on est résilient, c'est qu'on ne fuit pas devant le défi, c'est qu'on décide de l'affronter. On se responsabilise et il y a même une quête de sens derrière la résilience. Notre geste n'est pas uniquement futile, il s'inscrit dans une quête de sens par rapport à nos gestes face à nous-mêmes, mais aussi à la place qu'on occupe dans la société. Il y a de façon intrinsèque une notion d'optimisme dans la résilience. Il y a nécessairement la recherche d'une issue positive qui s'éloigne du fatalisme. Alors, la résilience a vraiment une connotation optimiste et positive. Il y a une notion d'adaptabilité, une capacité à apprendre, à évoluer avec le défi et à grandir, et ce qui est un des thèmes de la conférence d'aujourd'hui. Il y a aussi une forme d'opportunisme derrière ça. Parce que dans la résilience, on est capable de reconnaître autour de nous les autres composantes de la société civile, à l'échelle individuelle ou collective, qui partagent la même sensibilité face au stress, le même intérêt, le même souci de vouloir améliorer le futur et donc une capacité à collaborer et à rechercher des opportunités. Il y a une notion de créativité. Ce n'est pas tout d'appliquer des recettes, des plans, des procédures qui, selon nous, ont fait leur preuve dans des événements de différentes natures et de différentes envergures. Mais quand on est à solliciter la résilience, c'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des mécanismes préétablis, mais on veut être capable de rebondir, on veut s'appuyer là-dessus pour être capable d'innover et non pas uniquement se contenter des recettes qui, à l'origine, pouvaient sembler efficaces, mais si on est rendu à solliciter la résilience, c'est que ces mécanismes réflexes ou systématisés et parfois bureaucratisés même ne suffisent plus. Il y a une notion de persévérance dans la résilience. C'est que dans la résilience, on ne se limite pas à tenter une chose et à en constater la limite. On va poursuivre et répéter et changer des stratégies, on va innover, on va s'adapter jusqu'à ce que l'issue positive soit atteinte ou qu'on soit à la limite de nos moyens. Et ultimement, dans la résilience, il y a un sens de l'engagement. Un engagement face à soi-même, face à la collectivité, face à l'organisation au sein de laquelle on s'inscrit. Et cet engagement-là va bénéficier grandement d'une intelligence situationnelle, d'une intelligence relationnelle, pardon. C'est-à-dire de non seulement comprendre la place qu'on occupe, mais de comprendre la contribution de l'autre et la signification que cet événement-là ou l'action de l'autre peut avoir à ses propres yeux. Et de bien souscrire à une démarche qui va être beaucoup plus collaborative que les opérations dites traditionnelles de commandement et contrôle qui souvent font fi de cette notion subtile de l'intelligence relationnelle. Après avoir décrit le concept de la pandémie, et de la résilience et de ses caractéristiques, l'élément le plus important, c'est de travailler ou d'identifier les leviers pour l'améliorer. Alors, quels sont ces moyens d'améliorer la résilience? Il y en a plein, mais il y en a 3 sur lesquels je souhaitais attirer votre attention aujourd'hui. 3 leviers qui, à mon avis, sont sous-utilisés pour renforcer nos résiliences individuelles et collectives. Le premier, c'est faire preuve de transparence. Il faut être capable, si on veut mobiliser la résilience individuelle et collective, faire preuve de transparence quant aux risques, à leurs probabilités et à leurs conséquences. De cacher la réalité aux gens, c'est de les priver de l'usage et des bénéfices que la résilience individuelle peut leur apporter, mais c'est aussi priver la société de leur contribution individuelle à la résilience collective. Et en cela, c'est de toujours croire que l'État-providence va répondre à tous les maux et que, dans le fond, si les initiatives individuelles s'écartent de la recette préétablie, ils vont contribuer au chaos plutôt qu'à la solution. Les histoires documentées, les recherches, les études le prouvent depuis les années 70. On a plus de 50 ans de recherches documentées sur l'efficacité des fonctions collectives lors de réponses à de grands défis. Et il faut juste retourner même à un événement qui a marqué l'histoire, juste pour un autre petit clin d'œil à l'histoire. La plus grande explosion non nucléaire au monde est survenue au Canada, le 6 décembre 1917, avec la collision du IMO et du Mont-Blanc dans le port d'Halifax. Cet événement-là est survenu dans un contexte où il n'y avait pas
d'organisation, de mesures d'urgence, de sécurité civile, de plans d'urgence tels qu'on la connaît, mais on est capable de retracer les extraordinaires illustrations de résilience à l'échelle individuelle, organisationnelle, sociétale qui ont émergé de cet événement-là. C'est d'ailleurs cet événement-là qui a été l'instigateur de l'Armée du salut au Canada. Donc, en soulignant le 100e anniversaire de cette explosion à Halifax, on soulignait les 100 ans d'existence de l'Armée du salut au Canada. Faire preuve de transparence, c'est non seulement sur les risques, mais aussi sur les moyens, leur efficacité et leurs limites. Vous remarquerez que les organisations publiques sont toujours rapides à dire « voici ce que l'on fait », puis on déploie tous les efforts, tous les moyens, toutes les ressources, et on est confiant que. Mais quelles sont les limites de ces moyens-là? De faire à croire qu'ils n'ont pas de limites, c'est encore une fois se priver de l'apport de l'effort collectif, de croire encore une fois que des moyens organisés, structurés, planifiés pour répondre à des urgences de petite et de moyenne envergure suffiront toujours pour surmonter des défis d'envergure. Je crois encore une fois que la pandémie de COVID-19 démontre que malgré les meilleurs services de santé, les meilleures équipes de santé publique, les meilleurs dépistages, les suivis, vaccinations et autres, c'est avec un effort collectif de société qu'on va en venir à bout et pas uniquement par des opérations dites étatiques. Un deuxième levier important, c'est de faire confiance aux moyens de chacun. Chacun a des capacités. Et ces moyens-là sont souvent sous-estimés de la part de l'État ou du public, notamment en raison des couvertures médiatiques. C'est normal, les médias vont tenter de faire ressortir les éléments les plus émergents, les plus significatifs, les plus symboliques. Toutefois, ils viennent parfois masquer la réalité de la masse. Je fais un autre clin d'œil à une histoire récente ou contemporaine du Québec, la fameuse tempête de verglas de janvier 1998. Je vois des hochements de tête. Pour ceux qui ont peut-être une connaissance moins fine de la géographie et de la climatologie du Québec, en décembre, il fait froid. Et imaginez maintenant une tempête de verglas qui va recouvrir toutes les structures et infrastructures d'une couche de glace de près de 100-110 mm d'épaisseur qui va ni plus ni moins anéantir le réseau de distribution électrique et créer des pannes de courant en hiver qui vont durer jusqu'à 55 jours. La question, quelle est la proportion de gens affectés par la tempête et la panne qui ont à un moment ou à un autre bénéficié d'un centre d'hébergement, qui ont été au moins sollicité un service dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre communautaire d'urgence? La réponse, c'est moins de 4 %. C'est fantastique de constater que pour l'une des plus grandes catastrophes en étendue, en intensité et en durée que le Québec ait vécu avant la présente pandémie, 96 % de la population faisait preuve d'une résilience. Cette résilience, au lieu d'être dans l'ombre, devrait être célébrée. Ce n'est pas pour ostraciser le 4 % des gens qui ont besoin d'aide, mais en valorisant ce 96 %-là, on vient donner de l'inspiration et de l'espoir aux autres et permettre aux corps organisés de concentrer leur énergie, leur attention sur le 4 % qui en a vraiment besoin. Alors, faisons confiance aux moyens de chacun. Ça veut dire que pour la société, elle doit donc s'investir de promouvoir les valeurs et un climat favorable à ce que Émile Durkheim, le père de la sociologie, a appelé la solidarité sociale. C'est un rôle collectif d'encourager cette solidarité sociale. Pour les organisations, elles doivent migrer d'une gestion de créneaux, de parts de marché, d'industrie, à plutôt une gestion centrée sur l'optimisation de ses capacités ou de ses moyens. Et on l'a vu pendant la pandémie, le nombre d'usines qui ont modifié une distillerie qui arrêtait de produire de l'alcool pour produire des solutions désinfectantes, une usine de fabrication qui décide d'abandonner la confection de vêtements pour faire des écrans faciaux, des masques ou des jaquettes. C'en est une illustration de la résilience et de la contribution que les organisations peuvent apporter à la résilience collective. Et en cela, ça fait un petit écho au concept qu'on entend parfois du bon citoyen corporatif. Alors, quand vous entendrez le bon citoyen corporatif, on verra là une étincelle d'espoir quant à la capacité de reconnaître les contributions des organisations non traditionnelles à la résilience collective. Finalement, l'État doit faire preuve d'un leadership mobilisant.
un leadership où elle doit diriger les opérations des services qui dépendent de ses autorités, mais en invitant les contributions des autres et les initiatives convergentes. Créer et maintenir un climat favorable, pas à la coordination, mais bel et bien à la collaboration. Qui dit coordination dit contrôle. Tenter de contrôler la société dans un environnement comme celui-là, c'est encore une fois se priver d'une résilience latente et intrinsèque dont tout le monde a besoin. Le troisième axe, d'évoluer en saisissant toutes les opportunités d'apprentissage. Et c'est quand même, je dirais presque paradoxal qu'une fois qu'on a terminé une grande catastrophe, qu'on a passé au travers d'un grand stress, l'urgence de retourner à la normale fait qu'on escamote la documentation, les retours d'apprentissage, la gestion du savoir. Et ce qui nous ramène à faire une confiance aveugle envers nos mécanismes efficaces pour répondre aux petits événements, aux événements de petite et moyenne envergure, en se disant que l'événement qu'on vient de vivre est exceptionnel, il ne se reproduira pas, ou il ne s'est jamais produit avant. Il est vraiment contre nature de pouvoir présumer se préparer à de tels événements. Je fais un autre clin d'œil à l'histoire. On se souviendra des événements du 11 septembre. La ville de New York, tout comme son service d'incendie, ont répété ad nauseam des jours et des jours après l'événement qu'il était impossible de prévoir, de se préparer, d'anticiper un événement comme celui-là. Mais c'est faire preuve d'un biais de mémoire fort important quand dans la même ville, le même service d'incendie répondait le 28 juillet 1945 à l'écrasement d'un bombardier B-25 dans l'Empire State Building. Et que la leçon apprise, la conclusion à laquelle en venaient les commissions d'enquête après cet événement était le défi que constituait le combat d'un incendie de carburant aéronautique dans une tour en hauteur. 60 ans plus tard, le même service avait oublié l'existence de ce même événement. Alors, ce n'est pas de pointer du doigt ici dont on parle, mais plutôt de reconnaître qu'il y a des lacunes dans notre approche systémique à l'apprentissage. Dès 2020, il faut aussi vaincre le vœu pieux de la pensée magique et de l'environnement, que tout le monde soit capable de répondre à tous les services, et ultimement que les événements fortuits ne se reproduiront pas. Je vous ai donné l'exemple du 11 septembre, je vous en ajoute un autre. Dès l'année 2003, le gouvernement du Québec a commencé à s'investir dans une préparation à la pandémie de fièvre aviaire AH5N1. En 2009-2010, on était frappé par une fièvre d'origine porcine AH1N1. Mais l'efficacité de la réponse étatique et du réseau de la santé s'appuyait sur une planification qui était déjà en marche depuis plus de 6 ans. Où en sont ces planifications aujourd'hui? Où en sont les leçons apprises de la pandémie de 2009-2010, quand on entend depuis quelque temps déjà qu'on est en train de construire un avion en vol? Ça me laisse perplexe sur notre capacité collective à apprendre. Il faut donc pérenniser notre système d'apprentissage. Il faut documenter rigoureusement les événements, les décisions et les résultats. Il faut généraliser la portée des apprentissages, pas uniquement aux événements qu'on vient de vivre, mais à les projeter sur la diversité des stress auxquels on sera confronté dans le futur. Dans ce contexte des événements aux dimensions exceptionnelles, il apparaît essentiel de dépénaliser les erreurs. Dépénaliser les erreurs. Je ne pensais pas mettre l'emphase sur ce mot-là aujourd'hui, mais à la lumière des manchettes, depuis 48 heures, la recherche du coupable et de l'imputable nous distrait encore de l'identification des lacunes systémiques qui risquent de se reproduire encore dans le futur. Il faut appliquer la culture juste. La culture juste qui est celle de reconnaître qu'une erreur qui se produit est plutôt une lacune systémique, l'indice d'une lacune systémique, plutôt que l'erreur attribuable à un individu. On le fait en sûreté aéronautique, on le fait en sécurité nucléaire, on le fait dans le domaine de la santé. À quand une entité permanente d'apprentissage sur les événements exceptionnels? On a fait une commission d'enquête sur le Saguenay, on a fait une commission d'enquête sur le verglas. 20 ans après, malheureusement, on entend aujourd'hui la découverte de conclusions qui ont été documentées il y a 20 ans,
avec des conclusions, des recommandations qui attendent toujours d'être appliquées. L'apprentissage est probablement le meilleur outil pour être capable de réinvestir notre expérience dans une résilience individuelle et collective plus robuste encore, à l'abri des pointages de doigts, à l'abri des accusations et des remises en question individuelles. En conclusion, je tiens à souligner l'important apport des sciences sociales au domaine de la résilience. Cette brève présentation met en lumière les contributions des disciplines telles que la philosophie, l'histoire, l'anthropologie, la géographie, la sociologie, la psychologie, pour n'en mentionner que quelques-unes. Ignorer les sciences sociales dans le renforcement de la résilience se comparerait, selon moi, à tenter de faire pousser des plantes sans lumière. Bien qu'elles partagent la même origine latine, la résilience se distingue de la résignation par la confiance que nos gestes peuvent influer sur la trajectoire des événements, la préservation ou la restauration de nos équilibres. La résilience constitue l'ultime ressort devant l'adversité. Cela n'en fait qu'un compagnon idéal pour les défis qui nous attendent dans le développement durable. Il nous appartient donc à tous, individuellement et collectivement, à la parfaire, et c'est l'invitation qu'on vous tend aujourd'hui. Merci. On va passer à notre dernière présentatrice, Dr Pascale Brion, qui est psychologue et professeure au département de psychologie de l'UQAM. Elle est autrice de plusieurs livres visant notamment à guider les acteurs qui doivent composer avec des traumas, qu'il s'agisse de thérapeutes, de victimes, d'endeuillés ou d'intervenants. Elle a été invitée à de nombreuses reprises pour partager son expertise lors de commissions d'affaires publiques ainsi qu'au Sénat. Elle a reçu des distinctions et en se distinguant par sa pratique de clinicienne d'expérience. À ce titre, elle forme de nombreux intervenants dans toute la francophonie. Nous sommes heureux d'écouter notre troisième et dernière conférencière pour sa présentation qui s'intitule « Maximiser notre croissance post-traumatique individuelle et collective, apprendre avec créativité de la Covid-19 », au cours de laquelle elle se propose de mettre en évidence des moyens novateurs, créatifs et rassembleurs pour prendre mieux soin de la santé mentale de la population lors d'une grande crise sociale. À vous la parole, Dr Brion. Alors, merci beaucoup. Super. Merci beaucoup de votre invitation, Madame la doyenne. Merci pour cette belle organisation de conférence qui tombe à point, je pense. Et j'avais envie de vous parler aujourd'hui de résilience et de croissance post-traumatique. On va regarder d'abord ensemble comment est-ce qu'on peut définir la résilience. Qu'est-ce que les études scientifiques nous disent sur les composantes de la résilience, les déterminants de la résilience? On a fait beaucoup d'études scientifiques depuis la Deuxième Guerre mondiale sur les personnes qui avaient souffert de la guerre, qui étaient sortis des camps de concentration. On a étudié les prisonniers de guerre dans toutes sortes de conflits internationaux. On s'est aussi demandé qu'est-ce qui fait que certaines personnes victimes de traumas de type 2, donc d'inceste, dans les pensionnats de Duplessis, de personnes qui ont souffert de violences conjugales à répétition, qu'est-ce qui fait que certaines personnes s'en sortent mieux que d'autres? Et donc, quels sont les prédicteurs de la résilience? On va parler de ça un peu. On va aussi se demander quelles sont les grandes forces de cette pandémie, en quoi est-ce que ça a pu maximiser notre résilience, maximiser peut-être notre opportunité de croissance, notre défi, comme le disait si bien Sonia il y a quelques minutes. Et puis, on va terminer, si vous voulez bien, avec quelles sont des stratégies créatives pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut justement être dans la croissance post-traumatique individuelle, sociale, et comment est-ce qu'on distingue la résilience de la croissance post-traumatique. Alors voilà. Commençons d'abord avec qu'est-ce que les études nous disent sur la résilience. Comment comprendre les déterminants de la résilience? Qu'est-ce qu'une personne résiliente, en fait, fait qu'une autre personne qui est pourtant exposée au même trauma ne fait pas? Est-ce qu'on peut apprendre de ces
personnes-là et qu'est-ce qu'on peut considérer comme variable et comme déterminant. Alors, on a des données fascinantes en psychologie à ce titre-là. On sait, par exemple, que les personnes qui sont résilientes cultivent un positivisme réaliste. On va voir dans quelques minutes qu'est-ce que ça signifie concrètement. On sait aussi que ce sont des gens qui entretiennent naturellement un sentiment d'auto-efficacité. Là aussi, on va le définir dans quelques minutes, qui montrent une souplesse émotionnelle et cognitive, qui sont capables, pendant l'épreuve, de maximiser leur vitalité et de maintenir leur ténacité tout en entretenant leur vitalité. Alors, on va essayer de voir comment font-elles ça, qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette personne, qu'est-ce qui marche finalement, et enfin, comment est-ce qu'on peut entretenir notre réseau de soutien, parce que les personnes résilientes font ça aussi naturellement, continuer à entretenir leur réseau de soutien même quand elles ne vont pas bien. Et on sait à quel point c'est une variable fascinante et très importante de la résilience. Alors, regardons justement le premier critère de la résilience individuelle, cultiver un positivisme réaliste. Intéressant de voir que les données de recherche n'ont pas nécessairement appuyé ce qu'on pense dans la population générale, c'est-à-dire plus on est positif, mieux c'est. En fait, pas nécessairement. On a pu constater dans toutes nos populations de victimes qui avaient vécu des traumas de type 2, donc ça veut dire des traumas chroniques à long terme, que les gens qui étaient très, très positifs, un peu fleur bleue, s'en sortaient en fait un peu moins bien que les gens qui avaient un positivisme réaliste. Alors, qu'est-ce que ça signifie, un positivisme réaliste? Ça veut dire savoir que la situation va bien tourner, mais que ça va être dur. On n'est pas dans le La La Land ou les licornes ici. On est vraiment dans, les amis, on va s'en sortir, mais franchement, là, ça ne sera pas facile. On est aussi avec des gens qui sont en mesure de prendre toute l'ampleur de l'épreuve et qui ne sont pas du tout en train de minimiser celle-ci. Ça aussi, c'est intéressant et c'est une belle leçon par rapport à ça. On sait aussi que ce sont des gens qui sont capables de s'inspirer de modèles inspirants, justement, qui sont capables aussi de se dire, il y a eu des modèles de résilience à travers l'humanité, à travers l'histoire. Est-ce que je peux aussi, sans nier ma propre détresse, m'inspirer de certaines personnes, de dire, qu'est-ce qui s'est passé pour les Britanniques lors de la Deuxième Guerre mondiale? Ils ont été capables quand même de tolérer pendant des années un certain blocus, de dormir dans le métro. Est-ce que je peux m'inspirer de Nelson Mandela qui a été pendant 20 ans dans une cellule? Alors, sans nécessairement atteindre ces niveaux extrêmement admirables de ces personnes inspirantes, ça peut quand même me pousser vers le meilleur de moi. Et les gens qui sont résilients peuvent faire ça naturellement. Ça peut être aussi une belle stratégie pour nous. Les personnes résilientes sont aussi capables de réaliser que l'épreuve est temporaire et elles vont le savoir profondément. Elles ont aussi une vision de la vie que, you know what, shit happens, pour dire ça en mandarin. J'ai une conception de la vie qui n'est pas du tout non plus instagrammable. Je sais que la vie peut être dure, fondamentalement dure, que les épreuves font partie de la vie. Et donc, ça ne me rend pas dans un mode de victime quand quelque chose m'arrive. Je suis aussi capable de me dire que tout, oui, vraiment tout, passe. Et ça me motive aussi, ça me permet justement d'être dans un certain positivisme réaliste. La résilience aussi, un des déterminants importants, c'est la capacité à sentir qu'on est capable de traverser l'épreuve. Sonia en a parlé un petit peu tout à l'heure, ce sentiment d'auto-efficacité. Les personnes résilientes sont capables de se dire, mon Dieu, là aussi ça va être difficile, mais non seulement ça va passer, je vais être capable de traverser cette épreuve-là, même si c'est dur. On sait aussi que les personnes résilientes sont capables d'apprentissage et de voir ça comme un défi, comme le disait si bien Sonia, mais une opportunité aussi, de dire, je vais peut-être apprendre quelque chose. C'est intéressant de voir cette épreuve. Peut-être que je vais apprendre quelque chose sur moi, quelque chose sur la société, que ça va me servir. Dans ce sentiment d'auto-efficacité, on sait aussi que les personnes résilientes sont capables de s'appuyer sur des expériences de résilience passées. Elles sont capables de se dire, j'ai vécu un divorce, j'ai vécu une faillite, j'ai traversé ces épreuves. Je suis donc probablement capable de traverser celle-ci aussi. Et
ça n'a pas été facile dans le passé, mais j'ai appliqué certaines stratégies. Qu'est-ce qui dirait que je ne pourrais pas appliquer les mêmes maintenant? Alors ça aussi, hein, fascinant de voir ce pont entre le passé et la situation actuelle, mais aussi ce pont entre la situation actuelle et le futur, hein, de savoir et de sentir que cette épreuve, comme les autres épreuves que j'ai passées, vont aussi m'aider à tolérer des prochaines épreuves. Et donc là encore, hein, ce n'est pas vain, ce n'est pas juste négatif, ça peut aussi m'aider à croître et à apprendre. Intéressant, cette vision tout à fait fascinante de la résilience et qui est associée justement à des capacités plus élaborées psychologiques dans une épreuve. Et puis enfin, les personnes résilientes se sentent non seulement capables de traverser cette épreuve, mais aussi vont retrouver de la force à sentir qu'elles peuvent être un modèle pour autrui. On a pu dire à des parents, par exemple, vous savez, la manière dont vous allez traverser l'épreuve actuelle peut être un très bon modèle de résilience pour vos enfants. Et on n'est pas en train de dire ça en disant « Oh mon Dieu, il faut absolument être parfait. Il faut que je réussisse à traverser cette épreuve sans aucune émotion. » Au contraire, que vos enfants vous voient émus, touchés, affectés, abattus même quelque part, pour se dire « Ah, mais ça existe, l'adversité finalement, puis maman n'est pas à l'abri de difficultés émotionnelles. » Mais que vous puissiez aussi dire « Franchement, on a eu un 3 heures très difficile, les enfants, là, mais là, on va aller prendre une marche tous ensemble avec le chien, ça va les faire du bien. Puis si le petit pavillon de cornet de crème glacée qui est ouvert, franchement, on va en prendre un parce qu'on le mérite. » OK, c'est intéressant ça. On a vécu une épreuve, maman a vécu ça très difficilement, mais elle a été capable de rebondir. Et on sait dans les études que ce modèle imparfait de résilience est beaucoup plus intéressant pour les gens qui nous entourent que de constater qu'on traverse l'épreuve comme si on ne ressentait absolument rien, puis qu'on était un pilier inébranlable. Alors, intéressant, hein, c'est ces capacités de développer sa propre sentiment d'auto-efficacité avant l'épreuve, mais aussi pendant l'épreuve, ce déterminant fascinant de la résilience. Les gens résilients sont aussi des gens qui sont souples. Alors, pas musculairement nécessairement, mais souple psychologiquement, émotivement et cognitivement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, être souple émotivement et cognitivement? Bien, ça veut dire aussi avoir une conception des symptômes anxieux souple pendant l'adversité. Je n'ai pas peur de mes symptômes d'anxiété. C'est assez intéressant. Hein? Ça reprend cette attribution dont parlait Sonia il y a quelques minutes, c'est-à-dire comment j'attribue mes symptômes d'anxiété, mes symptômes de stress, pouvoir voir que ce n'est pas parce que j'ai des symptômes de stress que je suis faible. Ces symptômes sont inconfortables, mais ne sont pas dangereux. Et je peux les tolérer pendant l'épreuve. Et ça peut me donner de la force pour pouvoir être plus résilient. Alors, intéressant, cette conception des symptômes anxieux. Conception aussi de soi, c'est-à-dire que les personnes résilientes vont naturellement répondre différemment à la question. Hein, vous savez, il y a des gens qui vont dire « Mais pourquoi ça m'arrive? Hein? Je ne mérite pas ça. » Alors qu'il n'y a pas grand monde sur la Terre qui mérite une épreuve. Bon, on pourrait jaser philosophiquement très longtemps de cette question, mais bref, plutôt que de répondre « Mon Dieu, je ne mérite pas ça, pourquoi ça m'arrive? » Ils vont dire « Bien, pourquoi pas? C'est la vie. » Et je vous réfère à la diapositive précédente. Hein? Shit happens. Ça fait partie de la vie. Donc, il va falloir que je me dise que ça fait tout simplement partie de la vie. Et puis, ils voient aussi, de façon très intéressante, non pas leur expérience comme anormale ou comme exceptionnelle, mais comme je fais partie d'une très grande communauté souffrante. L'humanité est souffrante, on le voit beaucoup moins sur les comptes Instagram de nos jours, mais c'est ça aussi la vie. Et quand je vis cette épreuve, je fais partie de toute la communauté souffrante. Je suis en résonance avec beaucoup de gens souffrants et je n'ai pas besoin de me rajouter cette dimension de me sentir seule ou de sentir que c'est exceptionnel et que c'est injuste ce que je vis parce que nous souffrons tous. Hein? On a tous un caillou dans notre soulier qu'on ne montre pas et on a tous vécu une vie qui est dure parce que c'est ça la vie. Alors ça aussi, c'est très, très intéressant, cette souplesse émotionnelle, cette souplesse cognitive qui est un déterminant de la résilience.
Cette vision aussi de tolérance de l'incertitude, très belle composante psychologique qui est présente chez les gens résilients, c'est-à-dire cette capacité à dire, bon, est-ce que le vaccin va fonctionner? On ne sait pas. Est-ce que ça va nous prendre 6 doses? On ne le sait pas. Est-ce que je vais pouvoir aller en Europe cet été? J'ai aucune idée. Est-ce qu'il va y avoir une 5e vague? Aucune idée. Est-ce qu'il va y avoir une grève à l'UQAM? Oui. Excusez-moi, c'est pas ça que je voulais dire. Il y a des choses plus incertaines que d'autres. Alors donc, cette capacité à pouvoir dire, bon, à la grâce de Dieu, Alea jacta est, si vous voulez le dire plus en latin même, cette capacité à pouvoir dire, je vais essayer de contrôler le plus possible ce que je peux contrôler. Mais j'ai une belle capacité, c'est pour ça que j'ai mis un beau petit chat babacool, cette capacité de dire, OK, le reste, je ne le contrôle pas, là, on verra. C'est comme, je ne m'inquiéterai pas, je suis capable de m'abandonner, je suis aussi capable de me dire, à la grâce de Dieu, j'essaie pas de contrôler, de me faire des scénarios. Alors ça aussi, intéressant de voir si on entretient, si on cultive cette tolérance à l'incertitude, mais ça entretient aussi notre belle résilience. L'humour, des très belles études qui ont montré que les personnes résilientes, c'est aussi des gens qui peuvent rire de la situation et qui peuvent en rire même avec un humour noir. On a pu faire plusieurs études chez les personnes qui font des premiers soins, les ambulanciers, qui travaillent dans des cimetières. Vous vous dites, mon Dieu, est-ce qu'on peut rire de tout? Presque. J'étais intéressée de voir toutes ces caricatures, ces mimes qui circulaient socialement au début de la pandémie, comme si ça nous permettait d'exorciser quelque chose. Dans l'humour aussi, on est avec quelqu'un. On rit avec quelqu'un. J'avais des clients qui me disaient, Pascal, alors j'envoie un petit mime sur la pandémie à ma grand-mère. On fait un lien. On rit ensemble. Et puis, quand on rit aussi de quelque chose de grave, il y a une partie d'autodérision en disant, tu sais quoi, mon Dieu, on n'est pas grand-chose face à la pandémie, quand même. On est tout petit. Mon Dieu, qu'on n'est pas grand-chose. Il y a quelque chose aussi de très humble qui peut favoriser justement cette résilience. Les gens qui sont naturellement résilients ont naturellement aussi moins de mots absolus, moins d'exigences. Vous avez tout ce discours intérieur, il faut, je dois, tout conjugué. Il faudrait, j'aurais dû, je devrais, il aurait fallu. Je dis ça comme ça, ça ne vous est sûrement jamais arrivé. Mais on a aussi beaucoup de mots absolus. Tout le monde, personne, jamais, toujours. Et cette souplesse cognitive en période d'adversité nous dit, est-ce qu'on peut avoir ça avec un peu plus de souplesse émotionnelle, de bienveillance? On essaye tous de traverser cette épreuve, nous, le gouvernement, les soignants, les professeurs, les étudiants. Personne n'est vraiment parfait là-dedans. En tout cas, levez la main, celui qui l'est ici. Est-ce qu'on peut avoir cette bienveillance envers soi, mais aussi envers la société, envers la nature humaine, parce qu'on est tous, justement, pour reprendre cette phrase, en train de construire un peu l'avion en même temps qu'il roule. Et pendant l'adversité, de pouvoir relâcher ses exigences et ses attentes, c'est souvent très, très associé à une plus grande résilience. Maximiser sa vitalité, ça aussi un déterminant fascinant pour la résilience, une capacité à pouvoir prendre soin de soi sous plusieurs formes pendant l'épreuve. Pas « je vais travailler, puis mon Dieu, je vais être bien après ». Parce que souvent, surtout dans une épreuve d'un trauma de type 2, c'est-à-dire chronique, le fil d'arrivée semble reculer sans cesse. Et beaucoup de nos patients vont dire ça, parce que je vais me reposer quand je vais avoir fini, je vais aller faire de l'exercice quand je vais avoir le temps, alors qu'on réalise que c'est pendant l'épreuve qu'on a besoin de faire ça. Alors donc, naturellement, de pouvoir se dire, je vais utiliser des stratégies de vitalisation, je vais avoir une routine, je vais aussi penser que ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et donc, je veux pouvoir utiliser ces stratégies qui vont prendre plusieurs formes. Vous allez voir, on va les regarder ensemble pour pouvoir avoir cette ténacité, pour pouvoir avoir cette énergie vitale, pour pouvoir continuer à endurer l'épreuve qui peut durer dans le temps et qui peut être évidemment usante. S'exposer à de la grandeur et de la beauté. Là aussi, plusieurs études fascinantes qui ont montré que les gens résilients s'exposent naturellement à quelque chose de plus grand que soi.
hein, à l'art avec un A majuscule, à la musique, hein, quelque chose qui transcende, à la grandeur humaine, la bonté, la solidarité avec des lettres majuscules. On est très souvent exposé à de la petitesse, à de la laideur humaine. Et malheureusement, les médias nous montrent à gogo, hein, avec des grosses loupes, ces aspects de la nature humaine et ces aspects de la vie. Et on a quelquefois besoin de dire, je vais forcer dans mon quotidien mon exposition avec ces éléments exaltants. J'ai besoin d'être exalté si je veux continuer à endurer l'épreuve. Je veux encore être exposé à ce que l'être humain peut faire de plus beau, alors que très souvent, j'ai accès à ce que l'être humain peut faire de plus laid. Et ça aussi, hein, c'est extrêmement associé à la résilience. Vous allez voir, on va en prendre vraiment considération dans nos stratégies, dans nos conseils au point de vue social. Quand on parle de vitalisation, donc, on parle de pouvoir utiliser des stratégies qui sont dans plusieurs sphères de notre vie. Des auto-soins, en fait, hein, qu'on utilise beaucoup, on va les appeler les self-care, si vous regardez les études scientifiques à ce sujet. L'impact des auto-soins sur la résilience est fascinante. Des gens qui disent, bien, pendant l'épreuve, Pascal, j'ai vraiment tenu à continuer à faire de l'exercice. Et les études montrent que l'exercice, ce n'est pas seulement bon pour vos muscles et votre taille, mais bon, peut-être aussi. Ça diminue énormément, hein, le cortisol, l'adrénaline, ça augmente les endorphines. Ça a presque des effets sur les neurotransmetteurs aussi importants que la médication, des études fascinantes récentes. Pascal, pendant l'épreuve, j'ai essayé de dormir le plus possible parce que ça me permettait de faire face à l'épreuve. Et là encore, des données fascinantes qui montrent, avec l'étude de PET scan, hein, que pendant le sommeil, on ne fait pas juste reposer notre corps, mais on gère des situations, on strie et organise des souvenirs, on améliore notre capacité à faire face à l'adversité neurobiologiquement. Quand on parle aussi de stratégie émotionnelle, de capacité à pouvoir tolérer et profiter du silence, capacité à pouvoir être en apport avec des gens qui nous aiment tels qu'on est. De pouvoir aussi être en contact avec des éléments fascinants comme avoir des moments ludiques, où est-ce que je lâche mon fou, où est-ce que je peux méditer, où est-ce que je peux prier, où est-ce que je peux me retrouver. Est-ce qu'il y a des moments d'émerveillement que je peux avoir pendant l'épreuve? Est-ce que c'est possible aussi d'entretenir un esprit important, ludique, soutenant au travail, à la maison, dans la famille? Alors, fascinant de voir toutes ces variables qui ont été mises en évidence dans la littérature scientifique pour la résilience individuelle. On sait, hein, on connaît les stratégies qui fonctionnent. On a même non seulement identifié les déterminants des personnes résilientes et les personnes qui le sont moins, mais on a même appliqué ces stratégies dans des psychothérapies en disant pour des gens qui souffrent pendant l'épreuve, si on augmente, hein, ces 6 déterminants, est-ce que ça va augmenter le bien-être et diminuer le stress? Est-ce que la personne va elle-même pouvoir considérer qu'elle rebondit davantage? Et oui, les réponses aux études et les résultats nous montrent qu'effectivement, ces stratégies peuvent être appliquées pendant, avec succès pour augmenter la résilience pendant l'épreuve. Maintenant, qu'en est-il de la résilience collective? Hein? Et évidemment, le dernier élément avant qu'on passe à la résilience collective, c'était le réseau de soutien. Identifié depuis les années 80, ce déterminant si important de la résilience, qui est, je tente de continuer à entretenir mon réseau, à recevoir de l'aide d'autrui pendant que je suis dans l'épreuve. Cette capacité à pouvoir discuter, à pouvoir échanger, mais aussi de façon très fascinante, à pouvoir demander avec simplicité. Demander sans que notre ego soit menacé, de pouvoir profiter de l'aide de notre entourage. Et étonnamment, et peut-être à l'encontre de cette tendance que nous avons sociale, on sait aussi que les gens qui sont résilients et qui sentent qu'ils ont un bon réseau, ce n'est pas seulement des gens qui parlent d'eux, mais c'est aussi des gens qui sont capables de dons et qui sont capables de dire des mots importants. Merci,
je t'aime, voici ce que tu as fait pour moi, merci de ce que tu as fait pour moi. Donc, cette reconnaissance et cette gratitude sont importants et on sait aussi que les gens qui ont de l'intelligence émotionnelle, qui sont capables de s'intéresser à autrui, qui se décentrent un peu de leur détresse de temps en temps et qui continuent à entretenir ces liens par des questions ouvertes, qui sont un peu moins la mode ces temps-ci, mais comment vas-tu? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment ça se passe dans ta vie? Alors, ces questions si importantes, ça aussi, ça entretient l'intelligence émotionnelle et on sait que c'est très associé au bien-être des personnes qui sont en épreuve, mais aussi à leur résilience. Alors donc, on a vu tous ces déterminants fascinants. Maintenant, effectivement, c'est là que je vous amenais, qu'en est-il de la résilience collective? À quoi ça avait l'air, de quoi ça a l'air, nos résultats de recherche par rapport à ça? Est-ce que les indications sur les précurseurs ou les déterminants de la résilience individuelle pourraient s'appliquer aussi pour la résilience collective? Alors, demandons-nous d'abord quelles ont été ou quelles sont encore, parce qu'on n'en est pas tout à fait sorti, les grandes forces de cette pandémie. Et j'en ai nommé quelques-uns. Évidemment, j'ai un biais en santé mentale. Il y en aurait probablement plusieurs, ne serait-ce que juste au point de vue scientifique, comment est-ce qu'on a pu apprendre de cette pandémie. Mais au point de vue de la santé mentale, force, qu'est-ce qu'on a pu ressortir de tout ça? Première grande force, en tout cas acquis de cette pandémie, les forces dans l'information. Alors, on a pu voir comment on est devenu très bon, je trouve, à apprendre. Si je vous avais dit le mot variant il y a 3 ans ou le mot COVID il y a 3 ans, on est devenus des experts en ARN messager, on est devenus des experts en variants, on a pu apprendre des nouveaux mots comme présentiel, virtuel, Zoom. On a quand même fait preuve d'une incroyable capacité d'apprendre, ne serait-ce que des mots comme immunité collective. On est capable maintenant de faire un mini-cours sur qu'est-ce que ça prend, le vaccin et tout. Fascinant quand même, comme en tant que société, on a été capable d'acquérir des notions médicales, épidémiologiques, fascinantes. On a aussi démontré des très belles capacités d'adaptation. Malgré, on pourrait dire que évidemment, rien n'est parfait, mais on sait, si on s'était dit qu'on allait porter des masques pendant 2 ans et demi, si on s'était dit qu'on allait avoir des cours virtuels, qu'on allait rester en confinement pendant des semaines, je pense qu'il y a des gens qui se seraient défenestrés. Moi, la première, d'ailleurs. On est bon. Vraiment, j'ai été impressionnée de notre résilience collective à ce sujet-là, cette capacité d'adaptation inouïe. Vous êtes encore là, tous masqués, on est encore à essayer d'être à 2 mètres, on continue à s'adapter à une situation exceptionnelle. On est plus malléable quand même, souple que nous pensions, et c'est quand même quelque chose de vraiment admirable. Une autre grande force résiliente de résilience sociale, la solidarité sociale. Bon, évidemment, peut-être avec quelques exceptions, mais quand même, quand on se dit que la communauté québécoise a été capable d'être vaccinée à 90 %, moi, je n'aurais pas mis 5 $ là-dessus il y a 3 ans. Je trouve ça extraordinaire, malgré des voix discordantes. Bon, qui font partie de toute courbe normale, il reste néanmoins que c'était quand même exceptionnel de voir qu'on peut aussi compter les uns sur les autres pour certaines choses sociales. Et ce n'est pas vrai que nous tous, qu'à 90 %, on s'est dit « Youpi, on va se faire vacciner, c'est juste ça qui manquait à mon bonheur ». On a tous eu plus ou moins un peu de crainte, d'insécurité. On s'est tous demandé qu'est-ce que je m'injecte, sans penser par contre que ça nous rendrait fluorescents dans le noir. Mais on s'est quand même dit, avec un petit peu d'incertitude, et on l'a fait. Plusieurs l'ont fait aussi pour autrui, pour leurs parents, pour leurs grands-parents, pour la communauté. Et je trouve ça quand même vraiment admirable. Il y a une capacité d'abnégation quand même. On peut se dire que s'il y avait un autre élément difficile, douloureux, social, on peut aussi se rappeler
qu'on peut aussi compter les uns sur les autres, même si on se fait dire souvent les gens sont égoïstes, les gens font rien, les gens sont délinquants. Je vous rappelle ce chiffre quand même, 90 %. Il y a quelque chose d'admirable là-dedans qu'on oublie, je trouve, de mettre en évidence. Pour certains, cette pandémie a été une pause bienvenue, une façon de pouvoir se reposer, quelquefois de faire le point même, de pouvoir refaire leurs énergies. Certains ont même été plus loin, une redécouverte d'un certain rythme, d'un certain cocooning, de certaines choses qui étaient parties. Ça a permis pour certains aussi des remises en question importantes. Est-ce que je veux continuer à vivre comme ça? Qu'est-ce que je veux garder de la pandémie quand la pandémie va avoir disparu? Est-ce que je reste à travailler à cet endroit, à cette vitesse, avec ces gens-là? Est-ce que je reste à Montréal? Est-ce que je déménage? Ça aussi, hein, c'est vraiment une force quand même de ces moments-là. Ça nous a permis de mettre en évidence cette résilience quand même sociale, ces forces que la pandémie a pu nous apporter. Mais, malgré tout, force est de constater que plusieurs d'entre nous, on a travaillé plus que jamais, à un rythme fou, que certains d'entre nous ont travaillé moins que jamais, en étant plus oisifs, plus perdus que jamais, que certains membres de la société se sont sentis infantilisés, que certains se sont sentis rejetés, que certains se sont sentis oubliés dans cette pandémie, alors qu'ils auraient pu contribuer. Force est de constater aussi que les chiffres sur les troubles de dépression majeure, d'anxiété, d'obésité et de suicide même, sont vraiment de plus en plus alarmants et on a peur de voir cette vague de difficultés mentales apparaître. Les études montrent aussi que ceux qui s'en sortent le mieux, on n'en a pas tout à fait sorti, étaient probablement des gens qui étaient déjà résilients avant, débrouillards avant, capables de se démener avec toutes les adaptations, capables de trouver la capsule de Nicole Bordelot sur le yoga quand j'en avais besoin. Et que même pour eux, le travail et le tourbillon ont été plus importants et plus douloureux que jamais. On sait que le réseau psychologique et psychiatrique est absolument débordé et on a quand même vu très peu de stratégies collectives pour maximiser la résilience, hein, ce qui permettrait pourtant à certaines personnes déjà résilients ou moyennement résilients de profiter au maximum de stratégies sociales sans avoir à développer des symptômes graves. Et c'est ça, peut-être la dernière partie là, de ma présentation. Est-ce qu'on pourrait justement développer des stratégies collectives qui permettraient de développer la résilience, la majorité de la population, qui ferait en sorte qu'ils n'auraient pas à développer des symptômes graves psychologiques, pour que les réseaux psychologiques puissent s'occuper justement des personnes qui sont le plus en difficulté. Alors, je vous invite hein, à cette réflexion. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'on pourrait... comment est-ce qu'on pourrait investir davantage et différemment en santé mentale? Alors là, j'ai mis un avertissement. J'aimerais avoir la voix de Jean-René Dufort là, sur Infoman pour dire « avertissement ». Alors, avertissement... Avertissement que c'est avec beaucoup d'admiration pour le gouvernement, hein, qu'on peut considérer qui a justement essayé de construire cet avion en vol. Beaucoup d'humilité aussi, parce que, bon, vous allez voir que j'aimerais vous proposer des stratégies, mais bon, on n'a pas personne ici, ça ne guérira rien de façon absolue, hein, donc on sait que c'est très imparfait, c'est très correct. Et puis peut-être cette volonté de dire, est-ce qu'on pourrait investir en santé mentale pour vrai, à la lumière des études qu'on a regardées ensemble, tout à l'heure, à la lumière de ce qu'on sait pertinemment qui fonctionne. Est-ce qu'on pourrait investir en santé mentale, pas juste en disant, bon, si vous n'allez pas bien, s'il vous plaît, allez consulter, alors qu'on sait qu'il y a
presque plus de place dans le réseau? Ou est-ce qu'on pourrait mettre en avant la santé mentale autrement que d'inviter un expert en santé mentale dans un panel de 12 personnes et de lui donner 2 minutes pour parler de la santé mentale en résumé? Je ne vous dis pas à quel point ça m'est arrivé dans ma vie. Évidemment, des stratégies peut-être collectives, novatrices, si on pouvait sortir un peu des sentiers battus sur ce qui se fait et penser à des soins ou à de première ligne, hein, de résilience collective, un peu différent de ce qu'on a déjà vu, à la lumière des études sur la résilience individuelle et collective. Et évidemment, hein, de dire que ces stratégies-là ne remplacent pas le vaccin. Bien sûr, ça ne remplace pas les mesures de santé publique, ça ne remplace pas non plus la distanciation. Donc, malgré tout ça, comment est-ce qu'on pourrait envisager des stratégies intéressantes pour maximiser la résilience à la lumière de tout ce qu'on connaît au plan scientifique? Je pense que ça dépend d'abord d'une nouvelle attitude, hein, de pouvoir se dire, est-ce que c'est possible qu'on puisse sortir, hein, qu'on puisse se dire, et j'ai beaucoup aimé là, votre présentation, M. Doré, de dire, est-ce qu'on pourrait justement apprendre de la situation actuelle et ne pas oublier jusqu'à la prochaine? On est rendu peut-être à la 5e vague, et qu'est-ce qu'on a pu apprendre dans ces 5 vagues qu'on ne veut pas? 6, merci. J'en perds mon latin et mes nombres. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de tout ça, puis se dire, je veux me souvenir de ça pour la prochaine ou pour la prochaine adversité sociale? Première chose qu'on devrait se dire, on ne doit plus être dans la sidération ou dans cette espèce de peur paralysante. Hein. On l'a été dans le premier confinement. Il n'y a plus beaucoup de raisons qu'on le soit encore dans le 4e confinement, où on a encore tout fermé, sans offrir peut-être de stratégies collectives. Et osons l'implication, même si elle est imparfaite. Hein, on a pu l'entendre avec M. Doré, on a pu l'entendre avec Sonia aussi. Les stratégies sont imparfaites, mais ce n'est pas grave. Essayons au moins quelque chose, justement en ayant en tête que cette santé mentale est importante, primordiale, cruciale, et que ce n'est pas quand tout le reste est tout beau qu'il faut qu'on s'en préoccupe. Deuxième chose pour l'attitude, peut-être, intégrons et valorisons tous les professionnels et tous les membres de la société. Je pense particulièrement à tous les arts vivants, hein, où on se dit, bon, mais quand je vais aller mieux, je vais aller voir une pièce de théâtre ou je vais aller voir un concert. Et je me dis, c'est tous ces membres, hein, les aînés, par exemple, qui auraient eu beaucoup de choses à nous dire sur la résilience parce qu'ils en ont connu beaucoup d'événements difficiles, douloureux, des fois traumatiques. On les a complètement oubliés. On a oublié aussi de faire appel à ces personnes, hein, qui sont dans l'art, dans la beauté, dans la grandeur. On les a considérées un peu comme des saltimbanques, donc on n'a pas vraiment besoin parce qu'on est vraiment axé sur la santé physique. Mais où étaient-ils et pourquoi n'avons-nous pas fait appel à eux pour augmenter notre sentiment de grandeur, d'exaltation et continuer donc à pouvoir augmenter notre résilience pendant l'adversité? Je pense aussi à tous ces professionnels de la santé mentale, hein, qui ont tellement de choses à nous dire sur la méditation, la gestion de stress, toutes ces dimensions. On a quand même peu entendu ces dimensions-là pendant la pandémie, à part quelques minutes à des bulletins de nouvelles rapidement, mais pas à fond. Alors justement, si on garde ces 2 attitudes-là, c'est-à-dire sortons de notre espèce de peur paralysante, et intégrons tout le monde, à quoi ça pourrait ressembler? Permettons-nous de rêver, de nous éclater, évidemment, et reprenons peut-être chacune des éléments, des déterminants qu'on a vus tout à l'heure qui étaient importants avec la résilience. Permettons, par exemple, un positivisme réaliste. Hein. On sait que les gens sont capables du meilleur, mais ils font quelquefois le pire. Mais c'est surtout ce qu'on retrouve en grande majorité dans les bulletins de nouvelles, malheureusement. Beaucoup plus de reportages sur l'aspect positif de l'être humain permettrait peut-être socialement de réaliser qu'on est capable aussi
de grandes choses. Je m'inspire, par exemple, de tout ce qui se fait au Japon, où il y a beaucoup, la résilience est intégrée au sein de la société, où on va très tôt donner des informations d'auto-efficacité, de capacité de résilience, parce qu'on sait que le prochain tsunami ou le prochain tremblement de terre n'est pas loin. Je pense qu'on aurait beaucoup d'inspiration à prendre de cette société-là. Entretenons le sentiment social d'auto-efficacité. On a beaucoup entendu le slogan « Tout va bien aller ». J'ai détesté ce slogan. Je trouvais que justement pour certaines personnes, ça n'allait pas du tout bien et que c'était dans le déni que de penser que tout va bien aller. Mais qu'on aurait peut-être eu avantage à avoir un slogan « On va traverser ça ensemble ». Donc, si on veut augmenter le sentiment d'auto-efficacité et la solidarité sociale, peut-être qu'on peut penser à un slogan qui est plus inclusif et qui n'exclut pas que ça va être difficile. On n'est pas dans « tout va bien aller ». Est-ce qu'on aurait pu intégrer des aînés qui nous racontent les guerres passées, les moments de résilience? Est-ce qu'on aurait pu avoir des capsules sur... Et vous, dans votre vie, maintenant que vous avez 92 ans, qu'est-ce qui vous a aidé à traverser l'adversité? J'aurais aimé entendre ces personnes-là qu'on a infantilisées beaucoup, qu'on a mis de côté comme des personnes fragiles, mais qui ont énormément de force et d'expérience à nous apprendre. Est-ce qu'on aurait pu aussi leur laisser une place? Dans l'espace public, on a eu beaucoup de discours médicaux sur le vaccin, ce qui était essentiel, mais ça aurait été peut-être bien de donner aussi un discours médical sur qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter notre immunité naturelle. Évidemment, bon, ça n'empêche pas qu'on peut attraper la COVID ou qu'on peut la transmettre, mais je suis convaincue que si j'attrape la COVID et que je ne suis pas en santé, que je suis obèse, ou que j'ai des problèmes de poids ou de diabète ou d'hypertension, que je ne fais aucun exercice, que je dors très mal, que je bois, je ne sais pas, spontanément, j'ai l'impression que ça pourrait être plus difficile. Est-ce qu'on n'aurait pas pu utiliser cette opportunité-là pour faire la promotion de la santé physique et de la santé mentale, tout en sachant, évidemment, que ça n'empêche pas d'attraper la COVID, mais que ça peut peut-être faire en sorte qu'on ait moins de séquelles. J'aurais aimé entendre autant de personnes médicales nous dire ce qu'on aurait pu faire à ce sujet-là. Dans la prédiction aussi, dans l'auto-efficacité, il y a beaucoup de pays qui ont décidé de faire des conférences de presse et d'affirmer des mesures en se disant ces mesures sont fixes pour les 2 ou 3 prochaines semaines. On ne revient pas en conférence de presse avant. Donc ça aussi, pour augmenter le sentiment d'auto-efficacité, oups, je ne suis plus dans l'incertitude à attendre que ça peut bouger constamment. Et je peux très bien comprendre, je répète mon admiration pour le gouvernement et mon humilité, mais psychologiquement, juste de dire, OK, il n'y a rien qui bouge pendant 3 semaines, ça aussi, ça peut augmenter le sentiment d'auto-efficacité. Si on regarde maintenant de permettre la souplesse émotionnelle et cognitive, de maximiser la vitalité sociale, la gestion de stress, on a beaucoup utilisé l'image de, justement, on est en train de construire l'avion en plein vol. Je reviens d'un congrès, justement, en France, où j'ai été travailler. Et dans l'avion qui me ramenait à Montréal, il y avait évidemment sur l'écran des choix de films. Et puis, il y avait un onglet bien-être. Alors, évidemment, vous ne mettez pas un onglet bien-être devant une psychologue sans qu'elle appuie dessus. Alors j'ai appuyé dessus et j'ai été fascinée de voir, il y avait des capsules sur comment s'étirer sur votre banc, comment faire de la méditation, comment vous aider à dormir pour un vol de 7 heures, Charles de Gaulle, Montréal. J'ai regardé ça, je me suis dit, mon Dieu, que j'aurais aimé ça, avoir ça pour 2 ans de pandémie. Est-ce qu'on aurait pu demander à nos radios, à nos télévisions, d'être moins informatives, mais plus utilitaires? À ce moment où on a travaillé comme des fous, ou pas du tout, est-ce qu'on aurait pu dire, bien, écoutez, ce matin, de 6h à 6h30, une fois par 2 jours, c'est de la méditation. Le lendemain, c'est comment faire de l'exercice dans un 1,5. 3e journée, comment s'étirer parce qu'après 8 heures de Zoom, vous avez complètement la colonne vertébrale. 4e journée, améliorer votre sommeil. Je peux penser à des créneaux de capsules le soir avant de se coucher. Est-ce qu'on aurait pu demander à nos médias d'être plus utilitaires? Je me souviens, quand j'étais petite, il y avait des fois à la radio de la méditation avant de se coucher. Est-ce qu'on aurait pu dire, on prend la grille de médias et une fois qu'ils nous ont informés,
est-ce qu'on pourrait avoir des outils? Est-ce qu'on peut faire appel peut-être aussi à des experts qui vont nous expliquer la méditation, qui vont nous expliquer la diffusion cognitive, qui vont nous expliquer, bon, justement, comment faire du Qigong. On a des gens extraordinaires. Je pense à Nicole Bordelot, je pense à des gens qui connaissent ces stratégies. Est-ce qu'on aurait pu avoir des capsules d'une demi-heure, pas juste 1 minute là, dans une émission, dire ce que c'est, mais vraiment de façon structurée pour faire appel à ceci? Un jour, pendant le confinement, je me promenais sur Sainte-Catherine et je suis rentrée dans le complexe Desjardins. Il y avait 2 gardiens de sécurité qui étaient là pour contrôler la salle de toilette. Et je suis rentrée dans le complexe Desjardins et j'ai dit « Oh, mon Dieu, quel espace incroyable! Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas prévoir ici, là, je suis sûre que ça marcherait, là, une course de 2 km à l'intérieur ou de 1 km à l'intérieur du complexe Desjardins? Ça ne m'aurait pas dérangé que ça coûte 5 $ à chaque fois que je viens m'entraîner. Ça ne m'aurait pas dérangé que je prenne un rendez-vous avec une heure fixe pour aller courir. Ça ne m'aurait même pas dérangé d'être en scaphandrier pour courir. Hein, vous voyez à quel point. Je me disais, il y a tellement d'espaces incroyables à Montréal, très grands. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour l'exercice des gens, de la population? Est-ce qu'on aurait pu faire des sentiers dans le Vieux-Port? Voici un sentier de 2 km, 5 km. Et de la même façon, je me disais, est-ce qu'on aurait pu intégrer les arts vivants, faire des concerts, hein, ou faire des spectacles déambulatoires? Là encore, toujours avec la santé publique, de dire, bien, on met un masque, une visière si c'est nécessaire. Je vous dis, le scaphandrier, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais juste de dire, je marche, ah, je m'arrête. Bien, ici, il y a quelqu'un qui m'explique le tableau de Guernica, hein, ça tombe bien, hein, Adversité totale de Picasso. Je continue. Ah, on va me parler du malade imaginaire. Écoutez, hein, là aussi, très d'actualité. Je continue. Il y a un comédien qui me fait un morceau de pièce. Je continue. Alors, évidemment, vous allez me dire, mon Dieu, Pascal Brion dit qu'il faut faire un truc déambulatoire pour aider les gens à ne plus être en dépression majeure. C'est pas ça du tout, hein, et j'espère que ça ne sera pas vu de façon réductionniste, mais je vous lance comme ça, je me demande si collectivement on ne pourrait pas réfléchir à des moyens de garder les arts vivants, de garder les dimensions associées à la résilience psychologique individuelle et de maintenir dans des situations exceptionnelles, hein, de confinement par exemple, de penser aussi à la santé mentale, plutôt qu'une fois que tout va bien, on pense ensuite à la santé mentale. De penser à des choses créatives aussi. J'ai été quand même éblouie de voir qu'il y avait certains cinéparcs qui étaient ouverts. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'utilise pas ces scènes pour d'autres spectacles? Pour déclamer de la poésie ou pour avoir un spectacle. Mais on est tous dans notre auto. Hein, on peut être tous... J'ai été vraiment impressionnée par certaines stratégies novatrices, créatives. Et je pense qu'il faut garder ces idées peut-être de circuits déambulatoires, toujours évidemment en fonction de la santé publique, toujours avec des rendez-vous, mais toujours en gardant en tête la santé mentale. Je suis impressionnée aussi de voir que dans certains lieux dans le monde, il y a des salles de défoulement de la colère où on peut s'inscrire. Il y a des gens qui peuvent, avec plaisir, lancer des assiettes. Alors, avoir des œuvres d'art aussi pour parler de la tristesse de la pandémie ou pour pouvoir se souvenir des personnes qu'on a perdues pendant cette pandémie. Et je me demande si on ne pouvait pas utiliser nos thérapeutes, nos professeurs d'université, je pense tout de suite à des collègues au sein du département qui sont spécialisés dans la résilience par l'art, si on n'aurait pas pu faire appel à leur expertise fascinante pour pouvoir augmenter notre résilience collective. Alors voilà, je me permettais de rêver par rapport à tout ça. Pour utiliser encore une fois hein, cette image de l'avion, je vous laisse avec cet avion justement parce que se souvenir peut-être que la résilience, c'est la capacité à retrouver après l'épreuve un niveau de fonctionnement que nous avions avant. Et j'espère que cette pandémie va nous permettre d'aller plus loin. La croissance post-traumatique, c'est non seulement je retrouve un niveau de fonctionnement que j'avais avant l'épreuve, mais ça a été une opportunité pour moi de me dire « Ah, j'ai appris à tolérer l'incertitude parce que j'ai vu des capsules le matin qui m'ont donné. » Ou « Ah, mon Dieu, j'ai intégré la méditation pour la première fois de ma vie dans la résilience, mais ça va me suivre, ça, toute ma vie. »
Ah, j'ai appris l'étirement dans un 1,5. Je peux peut-être le recommencer parce que la première fois que j'ai essayé ça, j'étais en confinement et j'ai pu avoir accès à ce cours fascinant. Alors, croissance post-traumatique, comment considérer que l'épreuve m'a permis non seulement d'être une opportunité, mais aussi une opportunité de grandir et d'acquérir des apprentissages qui vont me servir par la suite à affronter les prochaines épreuves, à être plus heureux aussi, à être mieux dans le bien-être. Voilà, ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce soir. Merci infiniment, Dr. Brion. Maintenant, on avait une période de questions jusqu'à 8 heures. Ça va être un petit peu difficile. Je ne sais pas trop comment est-ce qu'on a le temps de placer une question avant de clore une question? On a le temps pour une? Au moins 2, 3 Ok. questions. Ok, donc à ce moment-là, j'ai quand même un certain nombre d'instructions à vous donner, si vous voulez bien, pour les personnes dans la salle qui voudraient poser des questions. Nous avons 2 micros. On va prendre 2 questions. Je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller aux questions en ligne. L'idée, ça va être de garder votre masque à la fois pour aller jusqu'au micro et pour poser votre question. Est-ce qu'il y a des questions éventuellement en ligne? Bonjour, alors je vais me faire le relais des questions qui ont été posées par notre public virtuel. Alors, une première question était la suivante. Se peut-il qu'une exposition répétée à différents événements stressants à potentiel traumatique influence négativement la capacité d'adaptation des individus? Et la question s'adresse à C'est pas précisé. Dr. Brion, Oui. peut-être? Docteur Brion, peut-être? Alors, la courbe qu'on a vue, si caractéristique de stress avec Sonia, on la voit aussi pour la résilience et l'adversité. Vous savez, cette phrase qu'on entend souvent, ce qui ne me tue pas me renforce. Est-ce qu'elle est vraie, ça? Alors, on a eu plusieurs études qui ont essayé de démontrer, est-ce que c'est une ligne directe, hein? Donc, c'est-à-dire plus j'ai d'adversité, plus je suis résilient. Et en fait, ce qu'on observe, c'est une courbe vraiment en U. C'est-à-dire qu'on remarque effectivement un peu d'adversité est positif. Hein? Ça nous permet de développer nos stratégies d'adaptation. Ça nous permet aussi de pouvoir développer des habiletés, de faire des essais, des erreurs, de développer notre confiance en nous, notre sentiment d'auto-efficacité. Mais à un certain moment, si je tombe vraiment dans l'exposition à des traumas graves, là, on sent que notre capacité adaptative est diminuée et c'est là, justement, qu'on a besoin d'une aide extérieure. Alors, ce n'est pas tout à fait faux. Hein? Ce qui ne me tue pas me renforce, mais il faut que ça soit de niveau léger, juste assez pour que je puisse développer ma résilience. Après ça, on tombe dans les symptômes post-traumatiques. Michel, peut-être quelque chose en plus, non? Y a-t-il une autre question éventuellement, s'il vous plaît? Oui, alors il y a une autre question en ligne qui s'adresse à Dr. Brion, cette fois-ci. Encore, c'est précisé. Donc, comment maintenir notre résilience quand la situation éprouvante s'étire, s'éternise, donc malgré l'inévitable usure? Oui, bien écoutez, vraiment, je vous invite à essayer de mettre en place les 6 stratégies qu'on a vues aujourd'hui, en fait, les 6 domaines de résilience. J'aurais tendance naturellement là, à vous dire, est-ce que vous pouvez entretenir votre sentiment d'auto-efficacité, de dire oui, ça va passer, tout va passer. De pouvoir aussi vous demander si vous faites preuve de souplesse émotionnelle et cognitive ou si votre discours intérieur vous nuit actuellement parce que vous avez des pressions, des attentes importantes. Et puis, quelle sorte d'auto-soin vous faites? Quel genre de stratégie de vitalisation vous mettez dans votre quotidien pour justement maximiser cette capacité à pouvoir tolérer le marathon? Et enfin, comment entretenez-vous votre réseau de soutien? Est-ce que vous déléguez assez? Est-ce que vous êtes assez dans des relations réciproques et satisfaisantes? Et sinon, comment est-ce que vous pourriez être moins dans une
des relations de charge mentale, peut-être. Alors, je vous invite à regarder de nouveau les déterminants de la résilience et à voir. Où est-ce que vous pourriez rajouter des stratégies pour maintenir votre vitalité pendant l'épreuve? Peut-être une toute dernière question. À moins qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui... Ah, oui. Le micro, s'il vous plaît. Si vous voulez bien aussi vous présenter quand vous allez... Oui, s'il vous plaît. C'est Geneviève Le Chasseur. J'ai une question. Là, on parle de résilience dans un... C'est comme un idéal de résilience moi-même face à l'événement, mais il y a aussi notre entourage qui peut flancher, ou une partie de notre entourage. Puis ça peut venir nous drainer énormément d'énergie, puis là, on essaye de continuer, mais il y a toujours comme 1 ou 2 ou 3 personnes qui tirent vers le bas, puis à un moment donné, on veut nager, on veut avoir la tête hors de l'eau. Puis là, c'est quoi le choix? Parce qu'il y a aussi les médias qui nous disent « Ah, il faut soutenir ceux qui sont, pour ne pas parler d'Ottawa, mais c'est dans une mouvance plus désobéissante. » C'est fini. Je m'adresse, je ne sais pas à qui. Je peux peut-être donner une première piste. C'est vrai que pour la solidarité sociale, il faut faire preuve d'une empathie, d'une intelligence émotionnelle ou relationnelle, une forme d'écoute des autres personnes. Ça nous aide dans notre quête du sens à nous positionner, nous, et dans une certaine limite, ça peut contribuer à bâtir ou à solliciter, stimuler notre résilience. Toutefois, là, je vais mettre mon chapeau d'intervenant d'urgence. Il faut toujours intervenir dans un contexte sécuritaire. Et si notre propre intégrité est menacée, un héros mort ne sauve plus personne. Alors, on applique ça comme paramédic, mais c'est possible à un moment donné que, au-delà de notre ouverture, notre intérêt, notre empathie envers ces personnes de notre entourage qu'on veut aider, mais parfois, l'aide dont ils vont avoir besoin excède notre propre résilience individuelle. Et à ce moment-là, il faut quand même se protéger soi-même. Et de là, mon analogie à l'intervenant d'urgence dans un environnement dangereux, je l'applique au sens très large et en vous proposant cette piste de réflexion. Docteur Brion, peut-être un mot en plus? Ça répondait très bien. Bien, donc à ce moment... Ah, une dernière question en ligne? Oui, alors c'est une question qui s'adresse au sociologue que vous êtes, M. Doré. Ça a été abordé aussi par Dr. Brion, donc ça pourrait être répondu aussi par Dr. Brion. Donc, les facteurs qui déterminent la résilience varient beaucoup d'une culture à l'autre. Vous l'avez abordé dans votre présentation. Par exemple, la perception du stress, de l'anxiété, la question du positivisme aussi. Est-ce qu'on peut dire que certaines cultures sont plus résilientes que d'autres ou plus enclines à la résilience? Et est-ce que la pandémie nous a permis d'en savoir plus à ce propos? Merci pour la question. La réponse va se décliner en plusieurs éléments. D'abord, il y a une dimension culturelle. Je ne crois pas à ce stade-ci, au niveau des études, qu'on a été capable, qu'on a exploré ce champ-là. On a exploré, tout à l'heure, on a mentionné qu'on a profité de l'occasion d'un stress chronique. Mais est-ce qu'on a profité dans les devis de recherche soit d'une seule recherche ou de faire de la méta-analyse pour mesurer l'impact de d'autres variables à une menace commune? Il est rare de voir une même menace affecter simultanément, dans un même contexte temporel, des environnements géographiques, culturels, sociaux, ethnologiques même, différents. Alors, je crois qu'on aura, au cours des prochaines années, l'occasion de cibler cette dimension-là. En tout cas, si ce n'est pas dans les intérêts de recherche actuels, on vient de lancer une piste. L'autre élément, c'est que on va constater que on va parfois identifier comme étant un élément culturel, quand dans le fond, c'est une caractéristique de société par rapport notamment à l'État-providence. Si on regarde dans des pays très développés, industrialisés, riches, appelons-les comme on voudra, il y a beaucoup de services disponibles. Mais l'existence ou la prédominance de ces services-là comme des services de premier recours
rend la population plus dépendante. Elle est moins sollicitée dans sa résilience individuelle parce qu'elle est tributaire ou bénéficiaire de services publics. Mais si on regarde dans un autre environnement géographique où de tels services n'existent pas, la population va être beaucoup plus interpellée individuellement. Les réseaux d'entraide vont être plus sollicités encore. Alors, il va y avoir plus d'initiatives, une solidarité individuelle, sociale et collective plus renforcée. Mais est-ce que c'est vraiment sur une base culturelle ou c'est un peu par défaut, en absence de d'autres mécanismes offerts de façon soutenue et soutenue dans le temps, mais aussi soutenue devant une forte demande des appareils étatiques ou communautaires? Je ne sais pas si ça répond à l'ensemble de la question, mais c'était au moins deux angles que je pouvais apporter. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais remercier chaleureusement au nom de la Faculté des sciences humaines et en mon nom personnel nos deux conférencières et notre conférencier qui ont été vraiment excellents ce soir. Ils ont énormément appris de choses. Merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Merci aussi au public, aux personnes qui étaient présentes dans la salle, aux personnes qui étaient présentes en ligne. Il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais vous avez pu vous rendre compte que la teneur et la densité de ce qu'il y avait dans les présentations était déjà très, très informative. La conférence va être en partie disponible, à part justement la présentation, vous avez vu pourquoi, de Mme Lupien. Elle sera disponible sur le site de la Faculté des sciences humaines dans quelques semaines. Surveillez les réseaux sociaux pour connaître la date et n'hésitez pas à consulter notre site web pour en savoir plus sur les personnes que vous avez entendues ce soir et qui sont extrêmement passionnantes. Donc merci beaucoup encore une fois d'avoir été présentes et présents et bonne soirée. Ici, une question. Et en fait, un dernier petit mot. Rappelez-vous, la résilience se développe dans la société, dans la solidarité sociale. Et à cet égard-là, je vous encourage à maintenir la distanciation physique, mais abstenez-vous de la distanciation sociale. Merci pour ce mot de la fin.